Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine cette année encore avec Laurence Nardon. Laurence, bonjour. Bonjour Romain. Laurence, je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique à l'IFRI et je vous apprends peut-être, Laurence, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle saison, ce dont je me réjouis fort, mais que nous nous retrouvons aujourd'hui, et la date est importante, pour le 200e épisode de ce podcast. Y croyez-vous? Time flies, Laurence. Alors, juillet et août ont été très mouvementés pour la politique américaine, avec une campagne présidentielle pleine de rebondissements, et nous avons plus que jamais besoin de vos lumières. Alors nous allons commencer par le plus important, le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Avant le break estival, vous n'aviez pas l'air de croire beaucoup aux chances de Kamala Harris. Mais est-ce que son entrée en campagne change les choses à votre avis? Oui, Romain, la plus grande surprise de l'été politique aux États-Unis, finalement, ça n'aura pas été le retrait de Biden, parce qu'il en était question depuis des mois, ni même l'attaque contre Trump, qu'on a déjà oublié. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Romain, un dingue lui a tiré dessus lors d'un meeting, c'était le 13 juillet. Ça ne m'a pas échappé, oui, Laurence. La plus grande surprise, disais-je, c'est vraiment la manière dont Kamala Harris s'est affirmée, s'est révélée immédiatement après le retrait de Biden annoncé le 21 juillet. Et justement, ce qui est étonnant, c'est que Kamala Harris s'est affirmée en tuant complètement la compétition du côté démocrate. Exactement. Ce qu'on disait avant l'été, c'est que Harris restait vraiment dans l'ombre. Depuis 4 ans, à sa décharge, il faut dire qu'elle a subi non seulement les attaques du camp républicain, des attaques avec tous les stéréotypes racistes et misogynes que vous pouvez imaginer, mais elle avait aussi subi des attaques plus sournoises du camp démocrate. La Maison-Blanche lui savonnait la planche assez constamment en lui confiant des dossiers trop compliqués, comme l'immigration par exemple. Le terme d'incompétence revenait fréquemment au sujet de Kamala Harris. Et de fait, après l'annonce du retrait de Biden le 21 juillet, il y a eu 24-48 heures de flottement. Rappelez-vous, les Obama, notamment, ne l'ont pas soutenu immédiatement. Et puis, à partir du mardi matin, l'annonce de Biden, c'était le dimanche, très rapidement, Kamala Harris s'est affirmée comme présidentiable. Elle est devenue crédible. La convention démocrate qui a eu lieu plus tard, le 19 août, à Chicago, l'a investie sans aucun problème. Nous voici donc avec une nouvelle candidate démocrate. Je suppose que ça a donné lieu à une réorganisation aussi de la stratégie du parti pour les élections. Oui, cette révélation donc de Kamala Harris dans ce nouveau rôle s'accompagne d'une stratégie démocrate. Alors, modifiée, on va le voir, mais pas complètement. D'abord, sur certains aspects programmatiques, elle reste très Bidenesque, si je puis me permettre cette expression. Par exemple, sur l'économie, elle annonce des mesures concrètes pour les classes moyennes, mais on n'est pas vraiment loin de ce qu'avait fait Biden pendant son mandat. Elle va aussi travailler évidemment le thème de la défense du droit des femmes, ce qu'on appelle aux États-Unis les droits reproductifs, avortement, etc. Bon, en fait, sur toute la ligne, elle affirme un positionnement modéré. Il s'agit de rassurer le courant centriste du Parti démocrate. Je vous donne un exemple, il y a quelque chose de très concret qui m'a frappé pendant son discours de la Convention, c'était le 22 août, c'est qu'à aucun moment, Kamala Harris n'a mentionné le fait que, si elle était élue, elle serait la première femme noire à la présidence. Alors que on pouvait imaginer que ce serait un argument très fort pour elle. Mais est-ce qu'elle a été l'objet d'attaques racistes de la part du clan républicain et particulièrement de Trump ? Trump a quand même expliqué cet été, dans une conférence devant des gens principalement afro-américains, que Kamala Harris n'était pas complètement noire parce qu'elle était indienne par sa mère, jamaïcaine par son père. Enfin, c'était très gênant comme explication. D'une manière générale, lorsqu'il la traite d'incompétente, ce qu'il fait très fréquemment, ça joue sur tous les stéréotypes racistes et misogynes qui sont présents aux États-Unis. Il y a aussi ce stéréotype très important de la angry black woman, la femme noire en colère, hystérique, qui est très sous-jacent dans ce que Trump dit de Kamala Harris en permanence. Kamala Harris refuse donc d'aller sur ce terrain face aux républicains. Mais si elle ne va pas sur ce terrain, c'est aussi pour tenir à distance la gauche du Parti démocrate. Parce que, comme vous le savez, il y a une gauche radicale qui pense beaucoup en termes racialistes, qui voit tout sous forme d'oppression des minorités, une oppression systémique. Et comme c'est un sujet extrêmement clivant, là encore, Kamala Harris fait le choix de ne pas en parler. Donc elle tient à distance les républicains, mais aussi la gauche du Parti démocrate. Elle choisit une voie modérée, donc. Et justement, si elle choisit une voie modérée, comment est-ce qu'elle peut se différencier face à Biden, qui lui-même incarnait ce courant ?
il y a un nouvel angle dans la campagne Harris par rapport à la stratégie que Biden avait mis en place au printemps dernier. Ce nouvel angle, c'est que Kamala Harris est arrivée fin juillet avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de joie de vivre. On le voit dans son sourire, par exemple, quand elle arrive sur une scène. Et son rire qui devient un sujet absolu. Oui, tout à fait. Et plus précisément, la campagne Harris a décidé d'arrêter avec des prédictions absolument apocalyptiques d'une fin de la démocratie américaine en cas de réélection de Trump. Ça, c'était vraiment l'angle de la campagne Biden et on avait bien vu que ça ne marchait pas puisque les sondages pour Biden n'étaient pas bons. La campagne Harris a choisi, au contraire, plutôt que de dénoncer ce danger mortel, on se moque de lui avec cet adjectif « weird ». Bizarre. Trump est just weird, Trump est trop bizarre. Oui, difficile de contester cette assertion, mais est-ce que ça veut dire que Kamala Harris mise tout sur les modérés et qu'elle laisse tomber et qu'elle exclut en quelque sorte la gauche du parti ? Oui et non. En fait, le camp démocrate a organisé un ticket qui traite les deux courants. Donc Kamala Harris est modérée, ça c'est clair, mais il faut qu'on parle maintenant de Tim Walz, qui est son colistier, le candidat à la vice-présidence, et qui est, lui, plus progressiste. Ah ben alors allons-y, Tim Walz, c'est donc le gouverneur du Minnesota et le candidat à la vice-présidence sur le ticket Harris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui ? La première chose à dire à propos de Tim Walz, c'est qu'il a une apparence de gars sympa, il a lui aussi un large sourire. Il y a deux stéréotypes qui sont mis en avant à son sujet. Le premier, c'est qu'il est un sitcom dad, c'est-à-dire un père sympa dans une sitcom américaine. Vous en avez plein à l'esprit, j'en cite pas. Le second stéréotype qu'on utilise à son sujet, c'est celui de Minnesota Nice. Donc, il est gouverneur de cet État dont les habitants sont réputés pour être extrêmement courtois, extrêmement gentils en permanence. Je ne sais pas, Romain, si vous avez vu ce film des frères Cohen qui est sorti en 1996, Fargo. J'ai vu, et c'est un de mes films favoris, c'est Frances McDormand qui est la shérif du film, qui incarne le Minnesota Nice, et c'est la bonté qui triomphe du mal. Ce film est une merveille absolue. Si les auditeurs ne l'ont jamais vu, qu'ils le voient de toute urgence, ils nous remercieront toute leur vie. Je suis bien d'accord, Romain. Et d'ailleurs, quand on parle de Minnesota Nice, l'une des manières dont Tim Walz l'incarne, c'est que c'est lui qui a trouvé en premier cet adjectif weird pour parler de Trump. Et quand on voit la violence verbale du débat politique américain aujourd'hui, arriver avec l'adjectif bizarre, qui est quand même assez gentil, assez feutré, c'est vraiment l'incarnation de quelqu'un qui est Minnesota Nice. Mais une fois qu'on a parlé de l'apparence de Tim Walz, il faut parler du fond de ses politiques. Et là-dessus, ces dernières années, en tant que gouverneur du Minnesota, donc, il s'est montré très progressiste. Il a mis en place dans son État des politiques qui sont très à gauche dans le contexte américain. Alors, certaines vont nous paraître tout à fait normales vues d'Europe. Je cite par exemple le congé parental payé, des universités publiques moins chères pour les étudiants de familles modestes, les repas gratuits dans les écoles, des garnitures périodiques gratuites aussi dans les lycées, ce qui a valu à Tim Walz de se faire surnommer Tempen Tim par l'opposition républicaine. Donc tout ça, ça nous semble pas très bolchevique. Mais un autre sujet sur lequel il a été très actif, c'est le droit des personnes transgenres. Il a fait de son État ce qu'on appelle un refuge trans. Un refuge trans, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tim Walz a signé en avril 2023 une loi qui interdit l'extradition de mineurs et de personnel médical vers des États qui seraient anti-trans. Les mineurs transgenres et ce personnel médical qui réalise des soins d'affirmation de genre, comme on appelle ça aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui va de la psychothérapie jusqu'à la chirurgie pour redonner à une personne le genre qu'elle souhaite avoir. Et ce positionnement très progressiste, ça apporte quelque chose à la campagne de Kamala Harris ? Oui, ce que ça apporte, c'est un ticket démocrate extrêmement large qui concerne à la fois les modérés et les radicaux. En réalité, c'est une stratégie tout à fait traditionnelle dans les présidentielles, l'établissement d'un ticket qui ratisse large. D'accord. Mais Trump, comment est-ce qu'il s'adapte à ses nouveaux adversaires ? Eh bien, ce qu'on a vu cet été, c'est que la date de l'annonce du retrait de Biden, le dimanche 21 juillet, est très bien tombée pour le camp démocrate parce que la convention républicaine venait de se terminer littéralement 2 jours avant. Or, pendant toute cette convention républicaine, les républicains ont tout misé sur la sénilité
de Joe Biden. Et donc, ils ont été pris de court après, puisque tout à coup, cette stratégie tombait à l'eau, puisque l'adversaire était désormais cette femme de 59 ans, Kamala Harris. Mais il me semble quand même qu'il y a eu un événement important dans la campagne côté républicain. C'est le choix du sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, comme colistier de Trump. Et là, on voit que le camp républicain a choisi la stratégie inverse de celle des démocrates. Trump mise sur un ticket univoque, puisque J.D. Vance, c'est un homme blanc. Alors bon, certes, il est plus jeune que Trump, mais c'est lui aussi un populiste de droite. Il est assez agressif dans ses interviews. Et donc, on a deux personnages qui sont un petit peu les mêmes sur le ticket républicain. Et alors, pourquoi ce choix de la part de Trump ? Alors, on peut évoquer l'irrationalité de Trump dans ce choix, mais je crois plutôt qu'il y a quelque chose d'assez rationnel derrière, c'est l'idée de surmobiliser la base trumpiste pour l'élection de novembre. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à élargir cette base en présentant un vice-président modéré sur le ticket républicain, mais on va plutôt chercher à pousser tous les électeurs de la base trumpiste à aller voter, c'est-à-dire les mettre vraiment en colère, les mobiliser, quoi. Et le vote commence d'ailleurs ce mois-ci, non ? Oui, le vote anticipé en personne ou par la poste commence en septembre dans certains États et puis va se poursuivre jusqu'au mardi 4 novembre. Bon, alors maintenant que les deux camps sont identifiés, qu'est-ce que ça donne en termes de rapport de force ? Quelle est l'image à l'instant T ? Nous sommes au lendemain de Labor Day, c'était lundi 2 septembre, on est vraiment dans les 2 derniers mois de la campagne. Et ce qu'on voit, c'est que les chances du camp démocrate sont passées de très mauvaises dans les dernières semaines de la candidature Biden à neck to neck, enfin coude à coude, comme on dit en français, entre Harris et Donald Trump. Alors vous avez, je suis sûr, été consulter le site d'agrégateur de sondage 538 dont vous nous parlez régulièrement. Oui, 538, c'est le nombre des grands électeurs. Ce matin, 4 septembre, le rapport de force entre Harris et Trump au niveau national, c'est 47% d'intention de vote pour elle et 44% pour lui, donc 3 points d'écart. Dans les 6 ou 7 États flottants, les swing states qui vont faire l'élection, on a vu aussi une remontée vraiment significative des intentions de vote pour les démocrates. Mais tout ceci reste fragile, 3 points, c'est pas grand-chose. D'autant plus, vous le savez, qu'il y a une distorsion dans le résultat du vote liée au système des grands électeurs. L'élection présidentielle aux États-Unis est une élection au suffrage indirect. Et cette distorsion, concrètement, avantage les républicains qui peuvent gagner l'élection en totalisant moins de votes que les démocrates. En d'autres termes, il faut plus de votes aux démocrates qu'il n'en faut aux républicains pour gagner l'élection. Bon, si je résume, Kamala Harris a largement inversé la tendance négative de Biden et aujourd'hui, le balancier Harris-Trump est revenu au milieu. Est-ce qu'il est possible, je sais que vous détestez ça, mais est-ce qu'il est possible de prévoir les résultats de novembre à ce stade ? Non, il est absolument impossible de les prévoir, puisqu'ils sont au coude à coude, on l'a dit. Harris a initié cette dynamique vraiment très positive pour les démocrates depuis la fin juillet. Ce qu'il faut pour les démocrates, c'est qu'elle tienne encore 2 mois. Or, rien n'est moins sûr. Pourquoi ? Rappelez-vous, avant l'été, on disait que Kamala Harris n'était pas très bonne dans les interventions publiques, elle n'est pas très claire sur les sujets. Il y a eu cette interview sur CNN le 29 août. Elle était interviewée avec Tim Walz et franchement, elle n'était pas terrible. La grande question, c'est de savoir si elle va retomber dans cette médiocrité, le mot est très très fort, qu'elle montrait auparavant, ou si elle va rester sur cette dynamique très brillante qu'elle a initiée cet été. Beaucoup va dépendre des débats télévisés et notamment celui du 10 septembre entre Trump et elle. Il faudra vraiment regarder ce qui va se passer. C'est vraiment qui tout double. Le 10 septembre, c'est mardi prochain, on en parle la semaine prochaine ? Absolument. Eh bien, merci Laurence pour ce podcast de rentrée qui tient toutes ses promesses. Je me réjouis donc de vous retrouver la semaine prochaine pour discuter de la prestation de Kamala Harris et de Donald Trump. Weird ou pas weird, on verra ça avec vous mercredi prochain. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.